master linguistique descriptive qui n'a pas de linguistique appliquée et qui fait partie de l'Université de l'État. Et puis, dans tête collée à la langue C, c'est langue, société et éducation. Et puis, GRES 4, qui c'est groupe recherche sur sens dans le haïtien. Alors, je ne connais déjà depuis le mois de novembre 2024. C'est un toujours fait chaque dernier vendredi dans le mois pour bel échange linguistique. Et c'est ça que je dis à tous. Dans le cadre de continuité, nous avons gagné deux intervenants avec nous. Premier, c'est Jean-Wilner Lui, professeur Jean-Wilner Lui, avec professeur Molesport. Alors, c'est vrai qu'il y a un peu de nous qui connaît professeur ça déjà, mais je vais faire une brève présentation sur eux. Nous gagnons professeur Jean-Wilner Lui, lui-même, il gagne un master en psychologie. C'est professeur et psychologie dans la faculté de l'État, notamment dans la faculté de linguistique appliquée. Professeur, lui, il enseigne psychologie dans pas quelques côtés, notamment il était enseigné dans le séminaire théologie évangélique de Port-au-Prince, STEP, que nous connaissons. Et puis, dans certains temps, il était collaboré dans l'enseignement psychologie, dans la faculté de technologie, et puis dans le centre de formation de l'école fondamentale. Professeur, lui, il a plusieurs publications qu'il fait, notamment l'enseignement des matières littéraires dans les écoles haïtiennes. C'est un article publié en juin 2022. Il a publié toute considération sur les écoles haïtiennes en 2004. Et puis, Éducation pour Haïti au XXIe siècle, qui est publié tout en octobre 2004. Donc, thème présentation pour celui jeudi, il a chita sur dialogue entre langue lexicalisante et langue lexicalisée dans la perspective homolinguisme fondamentale. Donc, dans le cadre de présentation, ça, pour celui a surtout et contextualiser définition homolinguisme fondamentale, mais la surtout viser répondre à une question et qui facteur qui doit prendre en compte pour dialogue entre langue lexicalisante et langue lexicalisée pour piloter avec plus efficacité. Et puis, deuxième intervenant, déjà, je dit déjà, on a bien professeur Molespol, qui est enseignant-chercheur dans l'Université de l'État. Professeur Paul Gagnon, doctorat en sciences langage. Pour le moment, ça, il a coordonné master et linguistique théorique descriptive qui est dans la faculté de linguistique appliquée. Lui, c'est professeur linguistique général dans l'école normale supérieure. Et lui, c'est professeur sémantique et philosophie langage dans la faculté de linguistique appliquée. Donc, professeur Paul lui collabore dans le laboratoire langue C, langue, société, éducation, qui est dans la faculté de linguistique appliquée. Et puis, c'est membre éthique dans la recherche université d'État. Et pour ça, je laisse le lycée coordonnateur GRISCA. GRISCA, c'est groupe recherche sur sens dans le créole haïtien. Donc, pour ça, je laisse passer 10 articles déjà. Et il y a plus que 10 qui sont pour paraître. Et parmi ça, qui est plus récent, il est publié déjà, nous avons valeur sémantique de quelques auxiliaires de modalité créole haïtien qui est publié en 2024. Et puis, il y a l'expression du futur en créole haïtien qui est publié en 2022. Donc, thème présentation des morphèmes du futur après l'encore haïtien chez les enfants de 2 à 5 ans. Donc, présentation pour ce pôle-là, les surtout a fait une étude qui vise à analyser l'ordre acquisition morphème ça yo, petit monde entre 2 à 5 ans. Il faut que nous disions que c'est une étude qui est vraiment pertinente et qui facilite le développement linguistique dans le créole haïtien, surtout dans l'implication dans l'éducation préscolaire. Donc, avant même nous passer et intervenant la parole, permettre nous saluer il y a un paquet d'autorités qui est là, notamment nous gagnons pour ce Willem Michel, c'est doyen en pile l'autre pour ce tour. Nous gagnons par exemple pour ce Dominique et Miléus. Nous gagnons encore dans la liste là, si ma PC regarder. Quelques professeurs, nous gagnons professeur Jimmy Laguerre,
avec nous. Nous gagnons professeur Marc Dallas Lenné qui est avec nous. Donc, nous avons un paquet de cadres avec nous. Nous comptons, il n'y a pas Jean raté rendez-vous ça pour un compte linguistique. Donc, c'est une activité, j'aime te dire déjà, qui fait par master théorie linguistique et faculté linguistique appliquée en collaboration PRISCA avec faculté linguistique appliquée. Donc, nous gagnons 30 minutes. Nous vraiment souhaiter intervenir et respecter quantité de temps nous là parce que on est très rigide de ce temps. Et puis, chaque monde, s'il vous plaît, avant d'intervenir, commencer à demander nous vraiment désactiver le micro nous pour pas qu'il y ait trop d'interruption dans l'échange. Et, et puis, après présentation des intervenants, ça n'a plus. Professeur Delano, on ne vous entend pas. Oui, moi, si vous gagnez 30 minutes pour présentation là, merci un peu. Ah, d'accord, d'accord. Ok, j'espère que tout le monde voit mon écran. Et je salue tout le monde. Et un bonsoir spécial au doyen Willem Michel. Et merci également au professeur et Boles Paul pour cette possibilité de faire la présentation. Et, alors, normalement, le titre de la présentation tel qu'annoncé, c'était le dialogue entre la langue lexicalisante et celle lexicalisée dans la perspective de l'homolinguisme fondamental. Maintenant, donc, c'est ça le titre de la présentation. Donc, j'ai choisi de faire cette présentation dans la langue française de préférence parce que, et au fur et à mesure que j'aurai à faire ma présentation, vous verrez pourquoi j'ai choisi de faire cette présentation en français. Et nous allons d'abord commencer par établir. Waouh, il y a du bruit là. Est-ce que quelqu'un voudrait bien fermer son micro, s'il vous plaît? Quelqu'un voudrait bien fermer son micro? OK. Et nous allons commencer normalement par les assises paradigmatiques de notre présentation. Et cela dit, donc nous commençons par la définition de ce que nous entendons par l'homolinguisme fondamental. Par définition, l'homolinguisme fondamental fait référence au constat en aval de la course centrifuge des disparités linguistiques qui aboutissent au multilinguisme actuel. On estime qu'il y aurait plus de 7000 langues actuellement parlées dans le monde et dont 80 font l'objet d'usages courants dans les relations internationales pour les échanges diplomatiques régulant le cours des rapports culturels et politiques entre les peuples. L'hypothèse de base consiste donc dans la proposition que le multilinguisme actuel est l'aboutissement d'un processus historique de diversification de l'expression et de la compréhension orale qui remonte très loin dans le passé de l'humanité. Elle invite tout chercheur à orienter le projecteur de sa curiosité scientifique en aval, mais plutôt maintenant vers l'amont. La démarche requiert donc alors une disposition à se lancer dans une course au sens inverse est préalablement déterminée par les aléas philologiques du matériel lexical instamment entre les mains du chercheur. Celui-ci, pour asseoir sa conviction, a besoin d'au moins un témoignage relatant l'existence historique de l'homolinguisme fondamental. La langue étant un phénomène essentiellement humain, il convient alors de recourir au témoignage des discours
qui expose des narratifs de l'histoire de l'homme sur la planète. Partant de là, deux thèses se proposent. La première est la thèse évolutionniste, qui soutient que l'homme vient d'une catégorie de chimpanzés et a évolué lentement et progressivement sur une période remontant à plusieurs millions d'années. C'est la thèse imposée par l'Occident colonial dans les universités depuis Darwin. La deuxième thèse, c'est la thèse créationniste, qui informe que l'humain, homme et femme, a été créé à l'image et à la ressemblance du Dieu le Créateur ou le grand architecte de l'univers, le Go. Prenons maintenant le narratif évolutionniste. Le narratif évolutionniste ne nous permet pas de comprendre, ni même d'admettre d'ailleurs, l'idée de l'homolinguisme fondamental. Car c'est l'hypothèse de l'acquisition de la bipédie, incluant le rétrécissement jusqu'à l'irréductibilité de la mâchoire et de la queue, allant du Cro-Magnon à l'Homo sapiens sapiens, ne laisse aucune possibilité de comprendre les actuelles disparités ethniques relatives à la couleur de la peau et aux diversités culturelles chez les peuples. Qu'en est-il des langues dont l'usage mobilise non seulement la volonté consciente, mais aussi l'intelligence pour chacun des locuteurs en présence? En nous basant sur la logique que c'est du simple en tant que cause que découle le complexe en tant qu'effet, la diversité linguistique est fondamentalement scientifiquement incompatible avec l'idéologie évolutionniste qui n'est d'ailleurs pas en mesure de l'expliquer. Le répertoire lexical mondial est l'effet d'un long processus de diversification de l'expression et de la compréhension orale à partir d'une langue commune. Et c'est dans le récit biblique que le vrai scientifique a intérêt à se tourner en vue d'explorer et d'analyser les modalités de transformation historique du matériel lexical instablement à sa disposition. Une telle recherche se fonde sur la conviction de l'existence historique. La déclaration la plus universellement répandue sur l'homolinguisme fondamental se trouve en Genèse 11, verset 1er, et nous y lisons ceci. The whole world spoke the same language with the same vocabulary. Alors, j'ai tiré cette portion de la meilleure actuelle version de la Bible, de la version New Jerusalem Bible, éditée par American Bible Society, on dit ABS. Ce verset biblique constitue le témoignage le plus ancien qui relate l'existence de l'homolinguisme fondamental. C'est de cette seule et unique langue parlée par la toute première communauté humaine post-diluvienne que découlent les 7000 langues parlées dans le monde. Celles-ci sont alors le point de départ vers la découverte de la langue ancêtre à travers l'intelligence des processus de transformation d'une langue en une toute autre. Voilà donc la déclaration qui invite tout chercheur, qui invite le scientifique à se ranger du côté de la normativité rétroactive, tout en prenant en compte les aspirations de la normativité contextuelle en vue d'explorer et d'analyser de façon efficiente et efficace, de l'aval en amont et vice-versa, le matériel lexical à sa disposition. Et nous vous le rappelons, the whole world spoke the same language with the same vocabulary. Le monde entier parlait la même langue avec les mêmes mots. Maintenant, voyons la relation entre la langue lexicalisante et la langue lexicalisée dans une perspective eschatologique. Un officiel russe disait récemment, en s'adressant à l'ingrate amnésie française, que sans la Russie, les Français parleraient l'allemand et non le français aujourd'hui. La langue étant un outil par lequel l'humain expose, s'explique et apprivoise son monde, les rapports internationaux à travers toute l'histoire ont toujours été ceux qui entraînent l'effacement total ou partiel d'une langue au profit de celle parlée par un peuple en position de domination. Les rapports entre peuples dominants et peuples dominés n'ont guère,
voire pas du tout, laisser de possibilités pour l'émergence d'une langue dite lexicalisée à partir de celle qui domine. Les témoignages historiques de lexicalisation progressive d'une langue par une autre nous sont familiers notamment à travers le circuit allant du grec à l'espagnol, puis en passant par le latin. Or, du point de vue eschatologique, l'anglais, le français et l'espagnol sont l'aboutissement occidental de la course centrifuge des disparités linguistiques issues de la dissolution de l'homolinguisme fondamental. Et nos arguments suivent. Mais juste avant, et une petite définition pour la question de l'eschatologie. L'eschatologie est une science qui, faisant de la Bible son assise fondamentale, repose sur l'analyse des faits historiques en partant de l'hypothèse que tout vient, paraît, tout vit, fait iouette, et tout meurt, disparaît. Dans l'analyse de la mouvance géopolitique portée par les guerres, le regard eschatologique aiguise sa vigilance sur qui doit être le dernier sur la scène. Et ce va être le discours du dernier qui fera l'affaire en donnant ton au monde. Eschatologie, du grec eschatos, dernier, et logos, étude ou discours. Maintenant, voyons les arguments pour la question. Le premier argument, c'est l'argument historique. Concernant, pour nous, la langue espagnole. La langue espagnole, étant une héritière du latin, a dominé le monde jusqu'aux environs du 15e, Puis, ce fut la domination de l'anglais entre le 16e et le 17e siècle. Enfin, le français s'est imposé du 18e au 19e siècle pour maintenant se retrouver en constant dialogue de contemporanéité géolinguistique avec l'espagnol et l'anglais. Sur le plan géopolitique, en prenant comme référence la théorie des constantes historiques qui repose sur l'hypothèse que le présent est la conclusion des prémices du passé, nous pouvons soutenir que lors de la dissolution de l'homolinguisme fondamental, l'ADN de la volonté de dominer qui allait se matérialiser à travers l'émergence, la puissance et la décadence successive des différents empires universels, depuis l'Égyptien au Babylonien en passant par l'Assyrien, puis du Perse au Romain en passant par le Grec. Ça fait déjà 6 empires. Ces 6 empires ont dominé le monde. Et les langues espagnoles, anglaises et françaises, lexicalisées à travers le circuit gréco-latin, sont les 3 actuelles immédiates héritières du dernier empire, c'est-à-dire l'Empire romain, qui a actuellement son trône politique à Washington et le trône religieux au Vatican. Voyons maintenant la question sur le plan linguistique. Lorsque nous reprenons le parcours historique en explorant le matériel lexical de ces 3 langues, c'est-à-dire l'espagnol, l'anglais et le français, par ordre de récence décroissante, leur dernier actuel, c'est-à-dire le plus proche est le latin. On est tous d'avis que ces 3 langues se différencient. Néanmoins, d'abord sur le plan syntaxique, compte tenu de la disposition des mots dans leurs phrases respectives. Ensuite, du point de vue orthographique, en raison des disparités morphophonologiques qui caractérisent les mots des différentes catégories grammaticales en leur sein. Mais on est également tous d'avis que ces 3 langues se partagent, avec de légères différences dans les termes, le même répertoire lexical, scientifique et technologique. Cela dit, une nouvelle langue qui doit émerger et réclamer sa place dans la scène diplomatique pour réguler et harmoniser les échanges internationaux en matière de droit international public et privé, type 1, type 2, doit se dégager au moyen d'un dialogue conscient et harmonieux avec celle qu'elle est appelée à succéder. Le créole haïtien va succéder la langue française et accéder sur la scène diplomatique pour réguler de façon harmonieuse les échanges internationaux en matière de droit international public et privé. Maintenant, voyons le dialogue entre les 2 langues. Le scientifique qui veut piloter de façon efficiente et efficace un tel dialogue a intérêt à prendre position en faveur de la normativité rétroactive.
À côté de celle-ci, tout à l'heure, on va vous parler de la normativité rétroactive. À côté de celle-ci, se trouve la normativité contextuelle qui invite le chercheur à tenir compte des locuteurs natifs de la langue lexicalisée quant à leur aspiration de prendre leur juste place sur la table du dialogue. L'ensemble du matériel lexical de la nouvelle langue doit être dégagé au moyen d'un dialogue qui tient rigoureusement compte des exigences relatives à ces deux activités. La normativité fait référence à l'état des exigences quand celle-ci pointe le doigt sur ce qui doit être fait dans l'instant des décisions cruciales. Elle est rétroactive lorsqu'elle oblige à reconsidérer d'où l'on parle, nous partons du français, et quand elle nous invite à prendre en compte les modalités d'application de nos décisions dans les réalités, elle est contextuelle. Et de là, nous nous posons cette question. Quels sont les facteurs à prendre en compte pour piloter efficacement le dialogue entre une langue lexicalisante et celle qu'elle lexicalise? Le premier facteur est le repérage normatif du dialogue. Il s'agit ici de placer ce dialogue dans le cadre des exigences respectives des normativités rétroactives et contextuelles. Le repérage normatif est le tout premier facteur. Il détermine le cadre du dialogue. Il convient de souligner qu'un tel dialogue ne peut revêtir le caractère d'un débat contradictoire où les parties se poursuivent à travers des séquences de paroles dictées par une reconnaissance tacite de droits égalitaires. La normativité rétroactive ayant la responsabilité de protéger la vérité historique de chaque unité du matériel lexical à la disposition du chercheur, détient scientifiquement la préséance sur la normativité contextuelle. J'espère m'être fait comprendre. Lorsque cette dernière, dans le dialogue, cède par obligation, la normativité contextuelle cède par obligation, l'on reconnaît que la normativité rétroactive, que par courtoisie, la courtoisie ne s'impose pas. Et voilà le schéma que j'ai élaboré. Et ça, c'est un schéma illustratif des rapports entre la normativité rétroactive et la normativité contextuelle. Maintenant, ici, nous avons la normativité rétroactive qui défend la vérité historique de chaque unité lexicale du point de vue morphophonologique. Et ici, nous avons la normativité contextuelle qui s'intéresse au contexte d'application, c'est-à-dire qui voit aussi les aspirations des natifs de la langue lexicalisée, donc c'est-à-dire leur façon de parler de façon courante, etc. Maintenant, du cadre du repérage normatif découlent ces deux facteurs subséquents, c'est-à-dire il y a la catégorisation grammaticale de chaque unité lexicale et le traitement lexicographique qui s'ensuit. Maintenant, voyons, le réservoir lexical de la nouvelle langue doit donc être une résultante. Elle ne peut ni se confondre totalement à la normativité contextuelle, généralement dictée par le trottoir, et ensuite, elle ne peut pas non plus être confondue à la normativité rétroactive. Et en ce sens, on aurait intérêt à ne faire que retenir la langue lexicalisante et dire qu'il n'y aura plus de langue lexicalisée. Voilà, donc ça veut dire que il faut qu'il y ait un certain équilibre. Maintenant, le deuxième facteur, le premier facteur, c'était le repérage normatif. Maintenant, le deuxième facteur, c'est la catégorisation grammaticale des unités lexicales. Le deuxième facteur consiste dans le travail qui invite le chercheur à placer chaque mot provenant de la langue lexicalisante dans sa catégorie grammaticale. Nos langues disposent toutes d'au moins ces 8 catégories grammaticales, c'est-à-dire les noms, les articles, les pronoms, les adjectifs, les verbes, les adverbes, les prépositions et les conjonctions. D'autres catégories grammaticales peuvent naître, mais nous avons ces 8 fondamentales. Ce travail de catégorisation grammaticale ouvre la voie au traitement lexicographique de chaque unité lexicale, deux facteurs. Maintenant, le troisième facteur, c'est le traitement lexicographique conscient de chaque unité lexicale. En abordant ici le troisième facteur, il s'avère scientifiquement obligatoire de reconnaître que les mots sont les témoins directs
des faits et des événements historiques. Ils ne font pas que porter un sens. Ils ont réellement une histoire à travers tout ce qui fait leur essence, comme caractéristique en termes de discrimination auditive, c'est-à-dire leur phonologie, et en termes de discrimination visuelle, c'est-à-dire leur morphologie. Dans l'expression ou la compréhension orale et écrite. Si traduire ne doit pas trahir, transposer ne peut pas non plus indisposer. Or, de la langue lexicalisante à celle qui se lexicalise, on ne traduit pas, on transpose. Alors, que faire? Devons-nous garder les mots tels quels? C'est pour protéger l'identité linguistique de la langue lexicalisée et donc garantir sa caractérisation que nous parlons du traitement lexicographique conscient des mots. Nous ne parlons pas ici de l'étude lexicologique des unités lexicales, bien que ce travail puisse être préalable à ce que font les spécialistes de la dictionnaire. Dans le cadre de ce dialogue entre les langues lexicalisantes et lexicalisées, c'est nécessairement le traitement lexicographique qui prime, étant donné les obligations qui incombent aux chercheurs. Celles-ci sont tout au moins de deux catégories d'obligations. Il y a les obligations qui invitent le chercheur à considérer chaque unité lexicale comme résultant d'une déformation philologique progressive depuis la dissolution de l'homolinguisme fondamental. Elles inspirent le chercheur alors au désir de contribuer à rétablir les propriétés morphophonologiques accessibles de ces unités. Ça, c'est un grand rêve. Ce n'est pas inaccessible, mais bien que cela puisse paraître illusoire, mais il faut quand même y penser. C'est comme si on retourne. Il faut tendre à retourner vers l'homolinguisme fondamental. Maintenant, même en étant pleinement convaincu qu'on ne parviendrait jamais à établir les propriétés morphophonologiques des unités utilisées par la communauté de l'homolinguisme fondamental, nous avons l'obligation scientifique d'en bien identifier la voie et de nous y tenir, ne serait-ce que par souci de nourrir l'espoir d'accéder à une révélation. La deuxième obligation, c'est celle qui vise à garantir au présent l'accès futur à la vérité scientifique par le moyen des mots aux chercheurs des générations futures. Ces deux catégories d'obligations requièrent aux spécialistes la prudence lorsqu'ils procèdent au traitement lexicographique des mots dans leur transposition interlingue. Et cela nous ramène au premier facteur, c'est-à-dire le repérage normatif pour l'application du savoir scientifique dans le traitement de chaque unité lexicale du créole haïtien. Et nous avançons graduellement vers la fin de la présentation. Maintenant, quelles sont les exigences de ce dialogue, pour l'application des exigences de ce dialogue entre la langue lexicalisante et la langue lexicalisée? L'application des trois facteurs qui doivent déterminer le dialogue entre les deux langues requiert l'emploi d'un instrument linguistique majeur pour guider la transposition des unités lexicales de la langue de départ à la langue d'arrivée. Cet instrument linguistique majeur, nous le désignons en ces termes: le référentiel scientifique des conventions orthographiques du créole haïtien, ou encore le récit. Le référentiel scientifique des conventions orthographiques du créole haïtien. Le récit s'annonce comme un macro-instrument linguistique, un kit dont se servent les spécialistes des sciences du langage en général et du créole haïtien notamment pour évaluer la qualité scientifique de leurs travaux et orienter l'usage de la langue au sein de la société. À l'intérieur de ce kit, nous trouvons des instruments disponibles et d'autres à fabriquer pour le compléter. Parmi les instruments disponibles, nous avons, premièrement, l'alphabet des 26 lettres. L'alphabet des 26 lettres. L'alphabet des 26 lettres. Le créole haïtien, annoncé comme langue qui va freiner la course centrifuge du long et lent processus inconscient de défiguration philologique des mots, on reconnaît que le réservoir ne reconnaît que le réservoir des 26 lettres utilisées par toutes les langues parlées en Occident. Nul n'a le droit de déplacer des bornes que l'on n'a pas soi-même établies. La langue française comporte tout au moins
comporte moins d'une cinquantaine de mots commençant par la lettre X. Or, vu sa proximité, la proximité phonologique de la lettre X avec la lettre Z dans la prononciation, on aurait pu éliminer la lettre Z, la lettre X et la remplacer par la lettre Z dans cette faible quantité de mots qu'il utilise. Mais la sagesse scientifique veut qu'elle soit gardée dans la langue. Nul n'a le droit de déplacer des bornes que l'on n'a pas soi-même établies. Le créole haïtien, encore en phase fœtale, est venu trouver le réservoir des 26 lettres en usage chez et par ses défensiers. Elle n'a pas le droit de s'en servir comme bon lui semble. Voilà le réservoir des 26 lettres en dessin minuscule. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Et maintenant, en dessin majuscule, les voilà. Toujours. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Dans le kit, dans le récit, le référentiel scientifique, c'est le premier instrument, l'alphabet des 26 lettres. Maintenant, deuxième instrument, c'est l'alphabet phonétique international. L'API est un instrument qui vise à protéger les mots dans leur transposition interlingue du point de vue de la discrimination auditive. Il agit en vue de garantir la normativité rétroactive sur le plan phonologique. Prenons les mots psychologie et justice. Le premier mot désigne les processus mentaux et du comportement humain. Alors, désigne la scène des processus mentaux et du comportement humain. Alors que le deuxième fait référence à l'application des règles d'équité et de convivialité entre les membres d'une communauté. Comment les transcrit-on en API pour le français? Comme vous le voyez. Donc, psychologie, justice. Ici, le son J est utilisé aussi bien pour le G que le J. Et le son U pour le U. Mais la lettre appelée G, pour la lettre appelée G, le créole haïtien préfère naturellement garder le son guttural et le fricatif J pour la lettre G. De telle sorte que la transposition scientifique de ces au créole nous donne respectivement, et cela de manière scientifique, psychologie et justice. Psychologie et justice. On ne prononce pas pour plaire, mais pour bien communiquer. Et on tâche de bien communiquer pour se faire comprendre. Or, la compréhension orale mobilise la discrimination auditive d'un interlocuteur qui partage le même répertoire lexico-sémantique que le locuteur en présence. Disons que je vais chez le siroir de botte ou le chien en créole et que je lui dis les jéguions sont guitiral dans mon gâteau, mango et magasin. Ou bien, à ce même siroir de botte, je dis doit-vous aucun par entraînement pour implémenter pap un programme psychilti dans Matissan. Si ce siroir de botte n'a jamais été à l'école pour savoir que l'adjectif guttural vient du latin guttural qui signifie gorge et que le substantif pisciculture est un terme composé de deux mots qui signifient élevage de poissons, on aura beau ouvrir la bouche là, sans la moindre possibilité de faire comprendre qu'il s'agit du son wok de la lettre G et d'entraîner les habitants de Mortissan à élever des poissons. Prenons maintenant la transposition du concept psychologie du français au créole haïtien. La plupart de nos compatriotes le prononcent psychologie. En analysant ce concept, nous pouvons être d'accord que logie est la transcription phonétique de logie dans psychologie et que ce suffixe français vient du grec logos qui veut
dire étude. Mais d'où vient psycho? D'où vient psycho? Prenons maintenant la transcription du concept psychologie du français au créole haïtien. La Pas tout plupart de compris nous... pour nous prononcer, lui. Pas tout Eh? compris pour nous, s'il vous plaît. Comment? Comment? Pas tout compris pour nous, s'il vous plaît. Oui, oui, on avance vers la conclusion. Voilà. Et du français, en analysant ce concept, nous pouvons être d'accord que, comme nous le disions, la transition phonétique de logis et que ce suffixe du français vient du français logos, qui veut dire étude. Mais d'où vient psycho? Cela ne vient de nulle part. De la normativité rétroactive. Et scientifiquement, la transposition doit rendre le concept par psychologie ou par namologie, namologie ou psychologie. Alors, namologie encédant à la normativité conceptuelle. Ici, nous avons nam qui vient de la métabolisation complète dans le parler quotidien des natifs du créole des mots français l'âme avec l'apostrophe pour la et âme. Maintenant, la métabolisation complète de l'âme donne nam en créole. Aucun problème. Bien que son référent soit tout aussi abstrait que son signifié, le mot nam comme signifiant a du sens pour tout le monde en créole. Par opposition à siko, qui ne vient de nulle part et qui ne veut rien dire. Même si on pourrait ajouter le fait que d'autres langues actuelles utilisent cette défiguration morphologique psycho de ce qu'est scientifique dans nos langues occidentales, etc. Et le troisième élément dans le kit, c'est ce qu'on appelle le catalogue des marqueurs de rappel orthographique. Je l'appelle comme ça. Catalogue de marqueurs des marqueurs de rappel orthographique. Nous abordons maintenant le troisième instrument du kit qui doit constituer le référentiel, que doit constituer le référentiel scientifique des conventions orthographiques du créole haïtien. Ce troisième élément du kit est encore à fabriquer, même si les matériaux pour ce faire peuvent être disponibles quelque part. Ce troisième instrument du kit doit mettre à notre disposition. D'abord, il y a les marqueurs du pluriel. Pour indiquer que le pluriel d'un nom ou d'un pronom en créole haïtien, nous utilisons l'article défini et ou le pronom personnel pluriel yo, mais sans dans les mots auxquels l'article défini yo se rapporte. Le pluriel n'est du tout pas évident dans certains contextes phraséologiques. Par exemple, comment interpréter ces phrases créoles? Exemple 1. Élève ça a besoin bon genre encadrement dans le domaine natation. Remarque, en admettant qu'il peut s'agir de plusieurs élèves. Maintenant, de combien d'écoles s'agit-il? Deuxième exemple. Directeur a récompensé enseignant qui t'a évalué exposé yo. Première phrase. Directeur a récompensé enseignant qui t'a évalué exposé ya. Dans les deux cas, on se demande s'il s'agit d'un ou de plusieurs enseignants. Troisième cas. Les activités de cette école égale activité de l'école sa yo. Les activités de ces écoles égale activité de l'école sa yo. L'activité de ces écoles égale activité de l'école sa yo. Oui, bien que ces trois expressions ne signifient pas la même chose, l'actuel créole les donne pourtant le même sens. C'est un problème par absence de marqueur pluriel dans notre créole. Si maintenant nous essayons de placer ces trois exemples dans le contexte juridique, dans des contextes juridiques et diplomatiques, c'est alors que nous allons saisir et comprendre quelles peuvent être les retombées de l'absence d'indicateurs de pluriel dans ces phrases. La pragmatique n'enjambe pas les lisières des exigences juridiques et diplomatiques dans les relations humaines au niveau interpersonnel, interorganisationnel et international. Le créole haïtien doit aussi avoir son propre indicateur de pluriel. Le français, l'anglais et l'espagnol utilisent le S comme indicateur de pluriel. L'allemand, pour indiquer son pluriel, en a plusieurs, dépendant de la terminaison et du genre du nom. Par exemple, on a
On a S et il y a aussi ce qu'on appelle le umlaut, appelé tréma en français, sur les voyelles A, O, OU et U pour l'allemand. Il va aussi nous falloir une convention pour établir le ou les marqueurs de pluriel dans le créole. Sinon, si nous voulons qu'elle accède à la table des échanges diplomatiques sur la scène internationale. Qu'on se rappelle aujourd'hui, en plein cœur d'une guerre mondialisée, l'impact des accords de Minsk entre la Russie et les Occidentaux. Donc, si on a pu tromper la vigilance de la Russie à travers des textes, donc qu'en est-il pour le créole, qui n'a pratiquement aucun marqueur de pluriel et qui aspire à monter sur la scène des échanges diplomatiques internationaux? Il faut faire attention, il faut y penser. Et ça, c'est un travail scientifique, il faut y penser. Donc, c'est ce qui fait que nous avons dit que la langue, étant pour tout le monde, ne peut pas être laissée aux seules mains des linguistes. Et le dernier, pour terminer, c'est exactement les... Merci, professeur Louis. Merci. Merci. Essayez pour 30 secondes pour finir. OK. Les marqueurs de rappel orthographique. Les marqueurs de rappel orthographique font référence à des signes conventionnels, ordinairement des signes orthographiques et autres utilisés dans le but de maintenir les caractéristiques essentielles de la langue lexicalisée, en protégeant l'histoire morphophonologique des unités lexicales de la langue de départ, c'est-à-dire la langue lexicalisante. Par exemple, l'accent circonflexe sur le E, sur le, dans le mot forêt en français, sert à rappeler le S dans le radical du mot français forestis. Le créole haïtien également, dans le traitement lexicographique de chaque unité lexicale, va devoir prendre respectueusement en compte leur histoire morphophonologique. La science ne vise pas à plaire inutilement au trottoir, mais à préserver et à protéger la... Néanmoins, il convient de noter que certains mots peuvent être orthographiquement irréductibles ou presque irréductibles. Par exemple, comment transposer le mot arbre de façon beaucoup plus éloquente dans notre imaginaire linguistique. Alors, on voit le comportement des langues voisines